Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. Notre secteur de la transformation alimentaire est malade. J'aurais dû mettre des guillemets. Ça vient pas de moi, ça vient de Sylvain Charlebois dans le magazine Les Affaires. Il s'inquiète de la perte d'autonomie alimentaire, Karima, au Canada. Parce que, tu sais, il y a des champs au Canada, il y a des travailleurs, il y a des usines, mais est-ce que toute la chaîne est canadienne ou est-ce qu'il n'y a pas des intérêts étrangers qui s'accaparent des maillons là, primordiaux dans ces chaînes-là? On va en parler avec Sylvain Charlebois qui est avec nous. Sylvain Charlebois qui est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université d'Dalhousie. Bonjour Sylvain. Bonjour vous deux. On a des chiffres là sur depuis 2020, début de l'année là, sur les annonces qui ont été faites en matière de transformation alimentaire au pays. À quoi ça ressemble? Est-ce que la majorité de ces investissements-là sont étrangers, canadiens? En fait, depuis le début de 2026, il y a eu 11 annonces majeures. Sur 11, il y en a 6 qui provenaient d'entreprises canadiennes. Donc, la majorité, ce sont des annonces canadiennes, finalement. Comme, par exemple, il y a eu justement Gailey cette semaine là, qui a annoncé que, justement, on bâtissait une usine là, en Ontario de 200 millions. C'est quand même bien. Par contre, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, pour ce qui est de l'argent, on parle de 1,3 milliard et 3 $ sur 4, en fait, provenaient d'annonces effectuées par des entreprises étrangères comme Kraft Heinz à Montréal, par exemple, de 250 millions de dollars. C'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est quand même une entreprise qui arrive de l'extérieur et on le voit souvent lorsqu'il y a une annonce d'une entreprise étrangère et lorsque les choses vont plus ou moins bien, il y a des coupures et souvent on ferme certaines usines outre-mer. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est bien de voir des investissements arriver au Canada, mais en même temps, parce que c'est un vote de confiance, mais en même temps, notre chaîne, pour ce qui est de la transformation, puis je veux vraiment mettre l'emphase sur la transformation, parce que lorsqu'on a un secteur de transformation solide, c'est plus facile de supporter nos agriculteurs ici, chez nous, et c'est plus facile d'innover aussi pour nous, les consommateurs. Alors, actuellement, ce que je vois, c'est une vulnérabilité qui augmente par rapport à la transformation alimentaire au Québec et au Canada et non pas une vulnérabilité qui diminue. Là, on est dans un contexte qui est très tendu avec les États-Unis. Dans cet article dans Les Affaires, c'est ça, vous mentionnez ça, là, vous dites en 2026, 3 $ sur 4 investis dans notre transformation alimentaire au pays proviennent de l'étranger. On devrait s'inquiéter. Ben là, ça veut dire dans les prochains mois, concrètement, là, tu sais, parce que les gens, ils regardent ça, OK, mais concrètement, ça veut dire quoi dans les prochains mois à ce rythme-là? Ouais, c'est ça. En fait, lorsque je me suis assis pour écrire la chronique de cette semaine dans Les Affaires, je me suis posé la question, est-ce que les tarifs du président Trump fonctionnent? Parce que dans le fond, l'intention première pour le président, c'était de rapatrier la transformation aux États-Unis. Après 18 mois, je me suis posé la question, est-ce que ça fonctionne? Puis dans l'article, je présente justement des chiffres par rapport au PIB en lien à la transformation alimentaire des deux côtés de la frontière. Donc, au Canada et aux États-Unis, si vous regardez, là, il y a deux graphiques qui se comparent. Du côté du Canada, on le voit, là, on a perdu quelques emplois, pas trop, mais le PIB pour la transformation alimentaire a diminué de 5,8 % depuis 18 mois. Donc, le secteur s'est rétréci en 18 mois. On produit moins avec le même monde. Donc, on a un secteur moins productif. Mais aux États-Unis, même chose, on engage un petit peu moins de monde, mais le PIB a augmenté. Donc, on produit plus avec moins de monde. Ce que je me suis aperçu en regardant les chiffres là aux États-Unis, c'est que les tarifs n'incitent pas les entreprises à réinvestir aux États-Unis, mais les tarifs incitent les entreprises américaines à devenir plus productives. Et ça a du sens parce que les tarifs augmentent les intrants et lorsque les coûts augmentent, il faut justement travailler plus sur la gestion des coûts. Alors, aux États-Unis, actuellement, on voit une transformation alimentaire qui devient de plus en plus compétitive et c'est pas ça qu'on voit au Canada, malheureusement. Mais je t'avais déjà entendu dire, Sylvain Charlebois, que c'est difficile d'accueillir des gros joueurs ici parce qu'il y a un taux de chômage qui est quand même
qui est quand même assez élevé, principalement chez les jeunes. Chez les jeunes, il y a un Canadien sur 10 qui saute un repas, la taxation également. Mais là, on a quand même un portrait, je sais pas si c'est une contradiction, mais il y a un portrait qui nous montre quand même qu'il y a des capitaux étrangers qui viennent quand même au Canada, là. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, là. Je veux quand même le répéter, là, c'est important de voir certaines entreprises investir au Canada. Mais pour ce qui est de la chaîne alimentaire, et on parle d'abordabilité alimentaire, je veux rappeler aux gens que le Canada a le plus haut taux d'inflation alimentaire du G7 depuis 6 mois. Là. OK? Et depuis 18 mois, notre taux d'inflation alimentaire est supérieur au taux d'inflation générale. Fait que les gens, lorsqu'ils arrivent à l'épicerie, ils voient les prix élevés, là. On les remarque. Alors, comment on fait pour stabiliser tout ça? Ben, à mon avis, ça a toujours été clair. D'abord, il faut éliminer les barrières interprovinciales, parce qu'il y en a encore beaucoup. On n'en a pas vraiment éliminé. Et l'autre chose, c'est de miser sur une transformation alimentaire domestique et surtout souveraine. Pas dans l'ensemble, mais faut que la souveraineté de la transformation augmente au Canada pour mieux contrôler l'inflation parce qu'on est moins assujetti à la fluctuation monétaire, donc le dollar canadien. Tu viens de le mentionner tantôt, la main-d'œuvre, bien sûr, et surtout la géopolitique qui nous dérange pas à peu près ces temps-ci. Oui, exact. J'aimerais vous entendre, Sylvain Charlebois, parce que on a parlé de ces épiceries publiques avec Québec solidaire. Ça tient-tu la route? On peut-tu envisager là, quelque chose de ce tel déploiement? Là, on parle de 15 épiceries publiques là, qui est proposé par Québec solidaire. Est-ce que ça nous coûterait de l'argent faire ça? Ben, tout ça s'inscrit dans une mouvance qui nous fait croire que l'État a une solution à tout, là. La distribution alimentaire, c'est compliqué, là. Et puis, on l'a vu un peu partout en Amérique du Nord. Il y a eu plusieurs, attentats, là. Et on le voit, ici, un projet qui fonctionne, il y en a un au Minnesota, par exemple, ben, il faut lourdement subventionner l'épicerie pour s'assurer qu'il y ait justement des prix abordables. Mais c'est pas un modèle qui peut justement avoir du succès pour compétitionner contre le privé. Par contre, il y a 2 préoccupations qu'on devrait avoir. D'abord, il y a les déserts urbains. Il y a des déserts réels. Là, comme actuellement, c'est très difficile pour un épicier d'ouvrir dans les centres-villes parce qu'on sait bien que le vol, l'itinérance, tout ça, font en sorte que c'est très difficile justement d'ouvrir des magasins. Donc, là-dessus, Toronto, qui va de l'avant avec des magasins publics, là, on en ouvre 4 là, cette année. Donc, on le voit qu'on peut faire ça. Puis l'autre chose, c'est le nord du Québec, le nord du Canada. Peut-être socialiser la distribution alimentaire aurait du mérite. Et c'est pour ça que je veux pas mettre de côté le concept. Mais pour ce qui est de compétitionner contre le privé, là, c'est pratiquement impossible. Mais c'est pas les mêmes objectifs, dans le fond. C'est ce que vous nommez, c'est l'intervention de l'État, mais ça c'est pas du tout pour la même chose, pour contrer les déserts alimentaires, pour aller justement aider sur cet aspect-là, mais c'est pas pour compétitionner. Ce que j'entends de Québec solidaire, puis du NPD au fédéral, là, parce qu'eux, ils suggèrent d'ouvrir 50 magasins dans le pays, c'est qu'on veut démontrer aux oligarches, là, que là, on est capable de vendre des produits à bon prix. C'est ridicule. Il faut, si on a à miser sur des épiceries publiques, il faut le faire pour les bonnes raisons. En terminant, Sylvain Charlebois, c'est quoi l'aliment qui a le plus vu son prix augmenter dans les derniers mois au Canada, au Québec? Depuis le dernier mois, disons? Non, mais dans les derniers mois. Ben, en fait, si je regarde depuis 30 jours, c'est le porc puis le saumon. Ah, ouais. Les avocats, c'est cher, hein, les avocats aussi, là? Ouais, ben, en fait, il y a des problèmes au Mexique actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'offres. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours drôle avec l'alcool, là, de bannir l'alcool américain, parce que lorsqu'on diminue la compétition, là, les prix augmentent, là. Pour le reste, là. Et c'est ce qui se passe au Canada. Avec les avocats, c'est un peu ça qui se passe, là. Le Mexique exporte moins. Donc, on va chercher des avocats ailleurs, plus loin, qui coûtent plus cher. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y a des embargos, des tarifs, des interdictions d'entre pour quoi que ce soit, c'est certain que le consommateur paye.
Et en terminant, là, on est justement là, sur ce dernier droit de l'ultimatum de Donald Trump du 19 août là, pour l'augmentation de 50% des tarifs douaniers là, sur plusieurs produits, sur des centaines de produits. Je le rappelle, là, c'est un ultimatum. On ne sait pas exactement. Est-ce qu'il pourrait avoir une prolongation, tout ça? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'on cherche à avoir des concessions? On verra. Sylvain Charlebois, êtes-vous inquiet pour la gestion de l'offre pour le Québec? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que je suis inquiet pour la gestion de l'offre, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Washington. J'ai toujours été inquiet de la gestion de l'offre parce qu'on voit nos fermes disparaître, on voit une filière qui est de moins en moins compétitive. Mais je suis quand même content pour ce qui est de Washington et de Ottawa. Je suis très heureux de voir qu'ils se parlent. Ça, c'était vraiment important. Pendant des mois, on a vu un premier ministre au Canada ignorer les États-Unis. Et 70% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur est lié aux États-Unis. Tandis que pour les Américains, c'est 12% qui vendent chez nous. Fait que là, il n'y a pas de rapport de force. Là. Il faut justement un renouvellement parce que au niveau de l'agroalimentaire, actuellement, il y a énormément d'entreprises qui sont extrêmement nerveuses. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. On se voit dans quelques jours, nous deux, là. Le 27. Absolument. J'ai hâte de te rencontrer en personne. Ben oui. Salut. Bye bye, Sylvain. Bye bye.